Je pense qu'il est temps, oui. Ouais. Peut-être vous dire avant de poser la première question, qui va être une question invitant nos deux intervenants au fond, à présenter leur parcours et à vous expliquer pourquoi ils sont là. C'est deux personnes qui vont organiser des expositions donc relatives à la littérature, mais ayant un volet littéraire relativement conséquent. Et donc, ça nous a paru intéressant de les entendre et de discuter directement avec eux à la suite de l'exposé qu'on vous a proposé. Leurs expositions, certaines d'entre elles, en tous les cas pour Alexandre, sortant quelque peu du cadre dont on a posé quelques balises. Voilà. Julie, je te propose de donner le coup d'envoi. Je donne le coup d'envoi, donc je suis ravie avec David d'animer cette table ronde, mais je pense que c'est pas tout à fait une table ronde, une table virtuelle, mais qu'on peut imaginer ronde. Oui, notre exposé, il a quand même largement été consacré à cette part du visuel dans les expositions littéraires, donc forcément, je voulais poser la question à nos deux invités, Alexandre Mar et Florence Heubrecht, de savoir ce qui les avait amenés à organiser des expositions, faisant la part belle à cette dimension visuelle. Donc, de quelque part nous parler à partir de leur propre expérience de ce dont on a discuté, David et moi, préalablement. Et donc, peut-être que, vu les expériences multiples qu'Alexandre Mar a menées dans ce domaine, peut-être céder la parole d'abord à Florence Heubrecht, qui n'apparaît d'ailleurs pas à l'écran, qui pourrait commencer en nous parlant de l'exposition d'Autremont, mais en parlant, elle va apparaître après sur l'écran. Elle est là. Voilà, c'est Heubrecht ou Heubrecht d'ailleurs. Il y a un S en fait. Oui, il y a un S. Oui, tout à fait. Heubrecht, pardon, je ne l'ai c'est pas dit exactement. Donc voilà, peut-être que vous pourriez commencer en nous parlant de cette expérience de l'exposition d'Autremont au Musée Royal des Beaux-Arts de Bruxelles. D'Autremont qui, pour moi, historienne de l'art, est typiquement un artiste, qui peut-être pour les littéraires est typiquement un écrivain, ou en tout cas quelqu'un qui a vraiment apporté sa contribution au renouvellement de l'écriture et de la littérature. Donc vous entendre et puis céder la parole à Alexandre Mar, qui pourra lui peut-être évoquer ces multiples manières de faire. Si je peux me permettre d'ajouter un tout petit élément, c'est aussi l'occasion de présenter votre parcours, c'est-à-dire d'où vous arrivez à devoir organiser des expositions. Donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas présenté nous-mêmes, c'était qu'on préférait vous laisser le faire en connectant le propos à vos expériences d'expo. Voilà. Oui. D'accord, donc je me lance. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok. Oui. Vous m'entendrez avec une diction un peu nasalisée qui est le... Voilà, l'autre, c'est moi d'allergie qui commence. Donc mes excuses pour cela. Alors, oui, mon parcours en quelques mots, en quelques phrases. Donc, je suis romaniste. Je suis donc issue du domaine des lettres. Et j'ai réalisé une thèse en langue et littérature, donc en langue et lettres à l'Université libre de Bruxelles. Je l'ai soutenue en 2017. Après quoi, donc comment dire, j'ai erré d'institution académique en institution académique pendant quelques années avant d'atterrir aux Archives et Musées de la littérature, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, en tant qu'attachée scientifique, donc chargée de recherche, un poste qui m'amène à toucher à tout un tas de domaines d'activités, donc à la fois de la production scientifique pure et dure, mais aussi l'organisation donc d'expositions littéraires. Et donc dès mon arrivée aux Archives et Musées de la littérature en 2021, si je ne m'abuse, oui, j'ai été mise au charbon donc sur ce dossier d'Autremont, centenaire d'Autremont, puisque cette exposition d'Autremont, peintre de l'écriture, qui me vaut d'être invitée à cette table ronde, était donc pensée pour célébrer les 100 ans de la naissance de l'artiste et poète belge Christian d'Autremont, né en 22 donc. Et donc voilà ce
ce qui nous a amené plutôt alors les AML à organiser cette exposition, c'est un projet de collaboration donc avec les musées royaux des Beaux-Arts, donc une idée de projet qui avait germé déjà il y a quelques années de discussions nourries entre Laurence Boudard, directrice des AML, et Michel Draguet, alors directeur des musées royaux. Et puis la Fondation Roi-Baudouin, donc, qui est propriétaire du fonds Christian d'Autremont que nous avons en dépôt aux AML, était désireuse de marquer le coup et d'organiser toute une série d'événements donc, autour de ce centenaire. Et il nous a donc été demandé, enfin on a été invité à penser un projet d'exposition en collaboration vraiment étroite avec les équipes des musées royaux des Beaux-Arts. Vous voyez ici quelques images montrées par David Martens de cette expo, en l'occurrence du vernissage. Donc c'est un peu trompeur, vous allez voir plein de monde, mais voilà, sachez qu'il s'agit du vernissage. Donc une expo que l'on a pensée donc pour les espaces donc les étages -3 et -4 pour ceux à qui ça dit quelque chose, donc les espaces d'exposition temporaire des musées royaux des Beaux-Arts, donc à Bruxelles. Un espace vraiment très large, très vaste, hein, de plusieurs centaines de mètres carrés, donc qui posait d'entrée de jeu un défi en termes de narratif. Voilà, un défi aussi pour nos équipes de chercheurs en littérature, plus habitués à se mesurer à des espaces voilà, plus modestes de librairies ou de maisons d'écrivains. Voilà. Donc là, on était clairement invités pour la première fois aux AML à se mesurer, à nous mesurer donc à un espace particulièrement imposant. Et donc on a pris le parti d'exposer à cette occasion donc le logogramme, qui est vraiment l'œuvre originelle de d'Autremont, qui a d'autres casquettes, d'autres œuvres, d'autres types d'œuvres à son actif, donc sous toutes ses coutures, à la fois donc dans la multiplicité de ses formats, de ses techniques, de ses supports, de ses couleurs aussi. On a tendance donc à se représenter un logogramme comme cette œuvre plastique poétique imposante en noir sur blanc. On voulait un petit peu casser cette image monolithique du logogramme. Le montrer aussi, ce logogramme, en dialogue avec d'autres strates de l'activité créative plastique de d'Autremont, hein, les variations graphiques, les écritures espacées, les typographismes, etc., etc. Dans un contexte créatif aussi, plus général, les années 50 et 70, avec 50 à 70, pardon, avec cette émulation globale des plasticiens pour la question du signe, hein. On est en pleine effervescence de la linguistique, et donc ça nous tenait à cœur aussi de replacer d'Autremont vraiment dans un contexte plus que dans une filiation finalement. Et d'exposer le logogramme également en lien avec tout un imaginaire poétique. Donc on a pris le parti là aussi d'entremêler, d'entrelacer deux fils narratifs, donc deux fils d'exposition, à la fois un fil thématique qui parle au grand public avec voilà, toute une série là aussi de strates thématiques exploitées par d'Autremont, la thématique du corps, évidemment la Laponie qui revient souvent, l'amour, etc., etc. Voilà, je m'y perds un petit peu, mais donc c'était vous dire, donc là, oui, les deux fils, à la fois ce fil thématique et un fil plutôt méta, donc on avait cette difficulté qui était à la fois une chance de disposer d'un espace, comment dire, on l'appelle le camembert donc entre techniciens des musées royaux. Donc c'est un espace qui articule une douzaine de petites salles, enfin de salles de dimension assez modeste, et donc notre
face à cet espace morcelé, eh bien, on s'est décidé à morceler nous aussi un narratif en entremêlant un fil thématique avec un fil plutôt méta qui viendrait donc détricoter, déshabiller la fabrique du logogramme, les différents types de supports, effectivement, les différents types de techniques associées au logogramme. Donc là, vous voyez effectivement l'une des plus grosses salles, donc salle antichambre, si vous voulez, du parcours que je viens de décrire, où la collection de logogrammes d'Alechinsky, de Pierre Alechinsky, a été mise en valeur, puisque ce lot, enfin cet ensemble-là, d'une trentaine de logogrammes, donc sur la centaine, je pense que je ne m'avance pas, donc que compte la collection de Pierre et Mickey Alechinsky. Ces logogrammes-là étant essentiellement donc des logogrammes de grande dimension des années 70 et nécessitant donc une scénographie disons, aérés, on les a mis en fait en tout début de parcours. Alors ça venait un petit peu contrecarrer leur effet apothéotique, mais c'était là aussi une contrainte matérielle qu'imposait l'espace. Et donc, d'entrée de jeu, le visiteur était confronté à ces beaux logogrammes de la collection d'Alechinsky, qui est donc l'un des 3 grands ensembles, donc collection Alechinsky, qui ont été mobilisés pour cette exposition. Vous aviez donc, outre les logogrammes d'Alechinsky, les collections des musées royaux des Beaux-Arts. Vous en voyez ici quelques pièces. Donc, au centre de ce parcours, nous avions comme axe un petit peu central une série d'œuvres représentatives donc de cette esthétique des plasticiens du signe. Voilà, on a des De Gotex, on a exposé quelques Lissemonde, un Michaud. Bon, c'est un dialogue qu'on attendait évidemment, d'Autremont et Michaud, les deux plasticiens du signe belge par excellence. Et puis les musées royaux nous prêtaient aussi, enfin voilà, exposaient également pas mal de peintures mots des premières années de l'aventure Cobra. Et dernier ensemble important mobilisé donc pour cette exposition, les collections donc du Fonds d'Autremont que nous hébergeons aux AML et qui sont plutôt constituées de petits formats. Donc de ce qu'on appelle les proto-logogrammes des années 60, ces logogrammes sur page d'écriture. Donc on sent que d'Autremont à l'époque transitionne tout doucement du lisible au visible. On voulait montrer, ça faisait partie de nos ambitions, vraiment cette dimension exploratoire dans des plus petites salles, donc un petit peu en marge du parcours. De même que là, donc vous voyez à l'image, une sorte d'évocation de l'atelier de d'Autremont à Puy-de-Rose, donc cette petite pension qu'il a occupée les dernières années de son existence. On a voulu évoquer ce lieu mythique de la création logogrammatique à travers des photos, des vidéos, cette fameuse valise remplie de logogrammes déchets et rebuts de l'écriture peinture de d'Autremont. Voilà, donc c'était peut-être un petit peu confus, j'ai essayé de coller à ce déploiement de diapos, mais voilà, pour planter le décor et n'hésitez. Voilà, ce n'était pas du tout confus, je vous remercie. Mais on va revenir et notamment à cet équilibre qui a été fait, même si en voyant les images, on se rend compte que la place au visuel, alors là, elle est pour le coup extrêmement importante. On va revenir sur cette jeu-là peut-être un petit peu plus tard pour peut-être céder la parole à Alexandre Marre à présent. Donc, la question du parcours et quelques expositions dont Alexandre pourrait nous parler. Et puis, on rebondira après sur ce que vous avez dit, Florence. Merci. Merci. Ça avait l'air. Je regrette beaucoup. J'ai loupé l'exposition d'Autremont. Pourtant, je suis un grand admirateur
de D'autremont et en voyant les photos de l'exposition, je trouve ça magnifique. Donc, je suis un peu jaloux même. Alors, pour ce qui me concerne, j'ai la raison pour laquelle je faire des expositions littéraires, même si peut-être on en parlera, mais j'ai un peu de mal avec ce terme d'exposition littéraire. C'est tout simplement parce que j'ai une double casquette et qui pour moi est en fait indissociable dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai un parcours un peu particulier. Je ne suis pas conservateur, même si j'en occupe les fonctions. Et aujourd'hui, je suis directeur d'un centre d'art contemporain d'intérêt national qui s'appelle la Galerie du Champ en Normandie, où je propose essentiellement des expositions d'art contemporain. Et le début de mon parcours, c'est tout simplement j'ai été étudiant en école d'art à Cergy. Mais en rentrant à l'école, en passant le concours, j'ai dit oui, j'aimerais beaucoup rentrer à Cergy, mais je veux pas être artiste. Et donc là, il y a eu une sorte de blanc, et ils ont dû trouver ça suffisamment culotté pour m'accepter au sein de l'école. Donc mon travail d'artiste, qui n'en était pas un, était plutôt tourné autour de l'écriture et notamment d'écrire pour mes petits camarades qui allaient devenir des artistes, et où commencer à réfléchir avec eux à la monstration de leurs pièces. Et en fait, mon travail consistait à prendre le travail de mes camarades pour pouvoir en proposer de manière extrêmement subjective ma vision et créer ainsi une sorte de trouble auprès de nos professeurs qui voyaient dans mes propres travaux les travaux des autres. Et en fait, mon parcours continué comme ça, c'est-à-dire que tout à la fois, j'avais un pied dans la littérature et dans l'écrit, puisque j'ai longtemps, me suis longtemps occupé d'écrire des articles autour de la littérature dans Art Press, mais aussi dans le monde des livres, tout en montant des expositions d'art moderne ou d'art contemporain. Et j'ai été jusqu'à il y a 1 an et demi, pendant près de 12 ans, commissaire d'exposition, pour ne pas dire conservateur, pour les expositions historiques de la Villa Noailles. Villa Noailles qui est un centre d'art contemporain d'intérêt national lui aussi, qui est situé à Hyères, à côté de Toulon, et qui est dans la maison construite par Robert Noël Stevens, qui était la maison de Charles et Marie-Laure de Noailles, qui étaient des mécènes entre les années 20 et les années 70, qui étaient les chantres de l'interdisciplinarité, puisque sans eux, sans doute, une partie de la littérature et surréaliste, mais pas que, et de l'art moderne n'aurait sans doute pas existé en France, puisqu'ils ont été les producteurs des films de Buñuel, de Cocteau. Ils ont aidé nombre de surréalistes à pouvoir être publiés ou en soutenant leur revue. Tout à la fois, ils ont acheté le manuscrit de l'Histoire de l'œil de Georges Bataille afin d'en financer l'édition, ou alors ont aidé Maurice Heine à pouvoir éditer et retravailler de manière convenable pour la première fois sur le manuscrit des 120 journées de Sodome. Et tout en aidant en même temps, et tout ça en même temps, des musiciens comme Francis Poulenc ou Georges Auric. Voilà, donc des mécènes complets qui ne s'intéressaient pas, et c'est là leur principale particularité, je dirais, à une activité, c'est-à-dire que comme de nombreux aristocrates, plutôt se consacraient à la musique, à un ensemble musical ou à la peinture avec quelques artistes. Eux, c'était l'ensemble des disciplines et tout mouvement confondu, puisque, comme je l'ai évoqué très, très brièvement, ils aidaient aussi bien les surréalistes que les dissidents, si ce n'est les ennemis des surréalistes, en aidant toute la clique autour de la revue Document notamment. Donc, évidemment, de fait, mon parcours n'a cessé en fait d'être un aller-retour, ou en tout cas, non pas tant un aller-retour, mais une sorte de mélange, en quelque sorte, entre des préoccupations littéraires et artistiques, qu'elles soient autour de l'art moderne ou de l'art contemporain. Donc voilà, donc peu à peu, c'est notamment autour des mécénats des Noailles, s'est posée la rencontre avec différents auteurs.
différents auteurs, donc, dont l'un des plus emblématiques, mais ce n'est pas le seul, est Jean Cocteau, puisque les Noailles ont particulièrement soutenu et aidé, que ce soit financièrement, mais pas que, Jean Cocteau en lui permettant de produire son premier film qui est Le Son d'un poète, mais aussi en lui achetant différents manuscrits pour lui permettre d'en assurer l'édition. Donc il y en a quelques-uns, que ce soit La Machine infernale ou encore ils ont acheté le manuscrit du Potomac pour lui permettre de lui acheter pour qu'il puisse acheter une maison, ou encore lui ont commandé différentes pièces qui étaient lues lors de soirées, notamment dans les bals que pouvaient organiser les Noailles, qui était un moyen pour eux d'aider et de produire des artistes. Donc Jean Cocteau, cette exposition était évidemment assez amusante à monter, parce que le personnage est évidemment amusant, et savoir si Cocteau est d'abord écrivain ou d'abord artiste, bah, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, et de fait, l'exposition mélangeait tout à la fois la production écrite que la production dessinée ou peinte de Jean Cocteau, ou même son œuvre cinématographique, partant du principe que tout cela appartenait au même personnage. Vous savez que Jean Cocteau était ambidextre, et de fait, il était tout à fait ambidextre, même dans les différentes disciplines auxquelles il pouvait s'atteler. Donc l'exposition, le parti pris était assez simple, c'était de tirer tous les fils possibles de Cocteau en regard de ses relations avec Charles et Marie-Laure de Noailles. De fait, l'exposition était organisée, dans la Villa Noailles, il y avait 8 salles, si ma mémoire est bonne, consacrées à cette exposition. Chacune des salles prenait généralement une œuvre et essayait comme ça de présenter tout à la fois des ouvrages, des dessins, mais aussi les manuscrits. Sachant que les manuscrits de Cocteau, pour la plupart, avec son écriture si identifiée, identifiable, étaient ornés de dessins, de choses qui pouvaient comme ça aider le visiteur à se plonger tout à fait dans cette masse d'écrits. Donc voilà un des exemples d'expositions dites littéraires. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la Villa Noailles, enfin ce qui est intéressant, une des particularités en tout cas qui était la nôtre, c'était que nous ne faisions pas nécessairement d'insertion d'artistes contemporains dans les collections qu'on a pu acquérir au fur et à mesure de la manière dont on a créé en fait le musée, parce qu'il s'agit véritablement d'un musée, enfin il s'agissait véritablement d'un musée. C'était pas tant d'inviter des artistes contemporains, mais qu'à dialoguer avec des scénographes qui n'étaient pas nécessairement scénographes, ou d'ailleurs qui n'étaient pas scénographes de métier, qui étaient pour la majorité d'entre eux d'abord designers, et de travailler avec eux sur les projets d'exposition, et généralement de les associer dès le début. C'est-à-dire dès le moment où on commence à avoir l'idée de travailler sur un sujet. Je faisais ça avec Stéphane Boudin-Lestienne, qui était co-commissaire avec moi à la Villa, et dès qu'on avait une idée de sujet à traiter, même si on ne savait pas nécessairement dans quelle direction on allait partir ou ce qu'on allait encore dire, on invitait en fait un designer, un scénographe à venir réfléchir avec nous, partant du principe que la manière de présenter l'exposition, la manière de la donner à voir ou de la donner à lire, certaines fois, était aussi importante que le propos lui-même, et faisait partie intégrante de l'exposition. Alors, c'est aussi le cas pour Georges Hunier. Georges Hunier était un proche des Noailles. Alors, Georges Hunier, c'est un peu le célèbre inconnu du surréalisme, puisque il est né en 1904, il décède en 76, et Hunier, en fait, a un compagnon de route des surréalistes. Il rencontre Max Jacob très jeune, il doit avoir 16 ans, par Marcel Jouhandeau, qui est son voisin de palier. Max Jacob et Jouhandeau vont se prendre d'affection pour ce jeune garçon qui se pique d'écrire de la poésie,
et ils vont comme ça l'introduire, notamment d'abord auprès de Jean Cocteau, et puis voilà, il va faire son petit bonhomme de chemin. Il est poète, mais il est aussi, et surtout, je dirais, éditeur. C'est un éditeur absolument fabuleux et qui va publier au sein de sa maison d'édition qui s'appelle les Éditions de la Montagne, qu'il crée en 1929. Il va envisager énormément de collaborations. C'est le premier traducteur, pas très bon traducteur, mais peu importe, de Gertrude Stein, qu'il va publier en français, mais il va aussi faire des livres nombreux livres avec Picasso, mais aussi avec Dali, avec Miro, avec Tanguy, bref, un peu avec tout le monde, mais en même temps, il fait un film avec un compatriote belge, qui est le baron d'Ursel, qui finance son premier film surréaliste qui s'appelle La Perle, mais il va aussi faire de la radio, il va faire beaucoup de choses, il va être aussi relieur, il va faire des objets absolument fantastiques qui s'appellent les livres-objets, dans lesquels tous ses camarades surréalistes vont lui confier des livres, des tirages de tête ou des manuscrits pour faire des reliures absolument dingues, mais il va aussi être la petite main de toutes les expositions surréalistes, notamment celle de 36, pardon, en étant la petite main pour la scénographie avec Duchamp ou Dali pour le Taxi pluvieux. Donc puis il va continuer comme ça, il va se séparer des surréalistes après la brouille entre Breton et Éluard. Mais malgré tout, il va continuer à travailler, et notamment, il y a une correspondance entre Hunier et D'Autremont, me semble-t-il. Il va être pas mal sur la scène belge autour de la revue. J'ai un trou de mémoire, c'est pas Rhinocéros. Bref, il va continuer comme ça à travailler avec l'avant-garde du moment jusqu'à son décès, et il va comme ça voilà, toucher un peu à tout, et parce qu'il touche un peu à tout, il va être peu identifié, et on a voulu créer au moment du décès de sa veuve, Myrtille Hunier, en 2016, je crois, voilà, une petite exposition autour de l'œuvre de Georges Hunier, et l'idée de David Desmoutis, qui est le sonographe de cette exposition, c'était de rendre tout visible et lisible, alors pas toute l'œuvre, mais une sélection, d'un seul coup d'œil, c'est-à-dire de pouvoir embrasser comme ça l'ensemble des disciplines auxquelles s'intéressait Georges Hunier. Donc il y avait, vous voyez, les classeurs au premier plan, c'était toute sa production poétique qui était donc lisible. Donc il y avait voilà, un dispositif, alors là on ne le voit pas parce qu'on les avait poussés pour la photographie, mais voilà, des fauteuils qui permettaient voilà, de vraiment passer du temps pour lire l'ensemble des textes. Vous voyez une image qui est projetée, c'est La Perle, donc le film qu'il réalise, qui passe pour le premier film surréaliste, voilà, qu'on pouvait voir dans son intégralité. Voilà, et un ensemble de documents comme ça qui permettaient de restituer l'œuvre, mais vraiment l'idée forte en fait de cette exposition, c'était de pouvoir vraiment embrasser comme ça d'un seul regard, et en faisant juste le tour de la table 50 ans en fait de travail éditorial, poétique de Georges Hunier. Donc voilà, donc ça c'est deux des expositions plutôt littéraires que j'ai pu faire à la Villa-Noailles. Il y en a eu d'autres, mais voilà, on en a eu une autre autour de la Révolution surréaliste notamment. Et puis lorsque il y a quelques mots peut-être encore sur Nadja, qui est une exposition que vous avez montée récemment, et puis peut-être ensuite on redonnera la parole à Florence. David s'occupera des prochaines questions. Quelques mots peut-être encore sur celle-là. Alors non, on peut passer à Nadja. Alors Nadja, c'est une autre configuration. C'est une grosse configuration, puisque là, pour le coup, c'était Sylvain Amic, qui était alors directeur du musée des Beaux-Arts de Rouen il y a encore quelques mois, m'avait demandé voilà, si je pensais à des sujets d'exposition, et notamment autour du surréalisme et au regard du territoire en fait normand, puisque c'était la thématique, le fil rouge un peu qui destinait aux grandes expositions du musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est-à-dire avoir un ancrage territorial. Et il se trouve que Nadja, donc d'André Breton, a été écrit en Normandie, à une 50aine de kilomètres de Rouen, à Varengeville-sur-Mer, à côté de Dieppe. Et donc ça a été le prétexte
peu fallacieux, je dois l'avouer, pour monter cette grande exposition. Grande exposition parce que d'abord la surface d'exposition était assez importante, c'était de 600 mètres carrés, et puis les moyens mobilisés étaient eux aussi assez importants, puisque il y a eu de très nombreux prêts, de nombreuses institutions. On parlait tout à l'heure, je crois que c'est toi David, des contraintes liées aux institutions prêteuses pour l'exposition. Donc là, on en a eu beaucoup, surtout que ça a été juste post-Covid. Donc ça n'a pas été, c'était une exposition qui a été très compliquée à monter. Pourtant, l'idée était simple au départ. Enfin, j'espère quand même qu'il en est resté quelque chose, à savoir que c'était se servir en quelque sorte d'un ouvrage, d'une icône de la littérature mondiale, qui est ce livre fascinant qui est Nadja, qui est un livre qui a la particularité d'être accompagné d'un certain nombre de photographies. Et bien de se servir de ce livre, et notamment par ces photographies, pour entrer dans le surréalisme de la première période, à savoir le surréalisme entre la publication du premier et du second manifeste écrit par Breton, et de faire en sorte que les images présentes et choisies par Breton et Éluard, puissent être comme des fenêtres ouvertes, en quelque sorte, sur le surréalisme, et que les images soient, en somme, soit de cœurs de constellations qui permettent de déployer comme ça des œuvres en regard de ces photographies, soit on pourrait aussi les voir comme une sorte de prédelle, aussi, à une sélection d'œuvres qui a été faite pour avancer dans la lecture, non pas textuelle du livre, mais visuel, en gros. Merci. Oui. Je voudrais poser une question, mais aux deux simultanément, et j'inviterai Florence à répondre en premier. Je me souviens d'une conversation qu'on a eue à propos de cette exposition, Florence, où il était question de la collaboration entre vous, les AML, le musée. La question que je me pose, c'est comment, au fond, s'est passée la gestion des échanges et de la collaboration entre un musée qui a un intérêt important à montrer une partie de ses collections, ils sont là pour ça, c'est pour ça qu'ils font des expos, vous qui aviez un certain nombre d'éléments à montrer également, mais également la tension ou la nécessaire négociation entre, d'une part, des gens qui ont une formation avant tout littéraire, c'est-à-dire toi, Laurence Boudard, les gens des AML, et les gens du musée qui veulent montrer, qui sont plutôt enclins à montrer des arts visuels. Parce que je me souviens que tu m'avais dit à un moment dans une conversation que vous aviez souhaité aux AML que soit vraiment présente aussi la dimension écriture, peut-être sous des formes moins spectaculaires que celles que l'on peut voir lorsque l'on regarde un logogramme. Et je vais retourner vite avec le PowerPoint vers l'expo d'Autremont. Florence. Oui, alors c'est vrai que nous on a tenu à maintenir la poésie et l'écriture au cœur du propos. Alors l'écriture était naturellement au cœur de l'exposition, puisqu'un logogramme par essence c'est un objet syncrétique qui échappe enfin qui atomise en quelque sorte les frontières entre les ordres sémiotiques. Donc par l'objet même de notre exposition, on se positionnait sur les deux terrains, et en ça c'est vrai que l'expo centenaire d'Autremont, comment on dit, elle déroge un petit peu aux pratiques curatoriales que vous avez évoquées en introduction. Enfin, c'était peut-être effectivement le cas d'évoquer une quatrième catégorie, comme tu l'as fait en dernier lieu, puisque les prémices sont très différentes. On n'a pas affaire par ce fil conducteur du logogramme à la moindre accessorisation ou à la moindre instrumentalisation du littéraire au profit du visuel, ni l'inverse, puisque le logogramme est à la fois peinture et poésie. Peinterie ou poésure, comme on l'a parfois dit. Voilà, donc on se situe dans cet interstice.
Et donc, ça rend caduque cette frontière entre ce qui relèverait de ce qui est exposable par une maison de la poésie, une maison du livre ou une librairie, disons, et ce qui le serait par un musée des beaux-arts. Pour autant, c'est vrai que une sorte de bras de fer, mais ça c'est vraiment une façon assez dramatique de voir les choses, hein. Plutôt une négociation s'est faite jour dans la collaboration entre un musée des beaux-arts et un musée de la littérature, ou les archives et musées de la littérature, et qui s'est vraiment manifesté dans ces moments de conciliation entre voilà, une institution qui a l'habitude de ces espaces gigantesques d'un certain public, de ces volumes, donc, mais aussi d'exposer des arts plastiques purement et simplement, et moins souvent de la littérature. Et puis nous, aux archives et musées de la littérature, qui tenions à présenter malgré tout D'autremont comme un poète, et à suivre finalement le discours méta que D'autremont lui-même mobilise à maintes reprises. Moi, je reste un poète, nous dit-il, quand bien même je fais des logogrammes, il y a cette dimension écrite qui nous semblait devoir être partout présente. Alors elle l'est déjà, puisque un logogramme comporte nécessairement une retranscription, donc un logogramme s'apprécie comme spectateur avant toute chose, mais s'apprécie dans un second mouvement comme texte, puisque un logogramme fini, ils ne le sont pas tous, hein, mais un logogramme abouti comporte une retranscription. On le voit peut-être pas sur les photos là, mais Sur en tout celle-ci, cas, pour on ceux le qui voit. sont familiers de l'œuvre, voyez donc la personne, la spectatrice et lectrice, pour le coup, prend connaissance du texte du logogramme, donc de sa retranscription. Et donc, voilà, le visiteur était d'entrée de jeu, enfin, et toujours déjà invité à s'imprégner de littérature. Mais on a au surplus, donc créer d'autres niveaux de lecture en injectant du texte. Donc les titres de salle sont des titres poétiques, donc tirés directement du corpus poétique de D'autremont. On a par ailleurs injecté, là je pense pas qu'on le voit, mais des citations dans chacune des salles thématiques, donc qui invitaient là aussi. Donc on a évité la saturation pour autant de texte, et ça c'est vrai que ça fait aussi partie des choses qui ont été demandées par les musées royaux. C'est vrai qu'ils connaissent mieux leur public que nous, et donc on a vraiment allégé tout l'appareil d'accompagnement des salles, finalement, en relocalisant l'ensemble du discours de l'escorte dans notre guide du visiteur, qui était un peu conçu, notre guide du visiteur, comme un objet connexe, accessoire, pas forcément indispensable. Je crois que si on avait si le visiteur de notre expo avait dû prendre connaissance de l'ensemble des textes soumis à son attention, mais de façon un petit peu modulaire, il lui aurait fallu 3 bonnes heures. Donc c'est vrai que c'est costaud, et pour autant c'est déjà le résultat et le fruit d'une réduction drastique de nos ambitions à nous, qui étaient des ambitions de littéraires convaincus voilà, de l'importance de cette présence du poétique. Mais voilà, donc il y a eu effectivement, comme tu le suggérais, à tous les moments de l'élaboration de cette exposition, une sorte de compromis, oui. Ok, merci beaucoup. Et de ton côté, concernant en particulier l'exposition Nadja, parce que les 2 premières que tu as évoquées à la Villa Noailles, Alexandre, c'était vu la nature alors il y a toujours des négociations forcément, mais vu la nature des poètes, des personnes exposées, il allait presque de soi en quelque sorte, c'est un peu le sens, ce que je retiens de ce que tu as dit, d'exposer une palette relativement large de pratiques. Alors que dans l'exposition Nadja, les choses se posaient différemment. Il y avait le parti pris que tu viens d'expliciter, mais après, il y avait aussi bien des documents textuels que des documents relevant des arts visuels
possiblement à exposer, et avec en plus la négociation avec une institution qui avait aussi ses impératifs en réalité. Ouais, Qui ouais. n'était pas nécessairement lié au projet initial, c'est ce que tu as laissé entendre. En tout cas, on se cogne au réel et au service des publics à un moment ou un autre, où effectivement, pour être très clair, il y avait dans cette exposition Nadja une grande part de manuscrits importants, puisqu'on a pu évidemment présenter le manuscrit original de Nadja notamment, mais aussi l'ensemble qui est conservé à la BNF, comme vous savez, et aussi l'ensemble en fait de la maquette avec les collages des images qui sont conservées à la bibliothèque Doucet. Et on a très vite vu la quantité importante de documents que nous présentions, enfin de documents manuscrits j'entends, que nous présentions. On a tout de suite, enfin le musée des Beaux-Arts de Rouen a tout de suite passé une sorte de partenariat privilégié avec la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, avec la chancellerie des universités de Paris et avec la BNF, pour qu'on puisse travailler voilà, avec le plus de facilité possible et d'accessibilité à ces manuscrits ou à ces dessins. Je pense aux dessins merveilleux des sommeils de Robert Desnos qui sont conservés à Doucet, de telle façon qu'on puisse voilà, les consulter et faire nos choix, car il a fallu faire des choix pour l'exposition. Et de la même manière, on a voilà, identifié assez vite un certain nombre d'œuvres d'art, principalement des tableaux ou quelques objets à caractère ethno qui étaient soit conservés au musée du Quai Branly, soit à La Rochelle. Et effectivement, il y a un moment où vous avez, je vous l'ai dit, c'est juste post-Covid, donc on avait dû changer la date. Et pour des prêts d'œuvres extrêmement importantes, celle que vous avez sous les yeux, notamment qui est conservée à Beaubourg, mais ça encore c'est assez simple, mais notamment les braques qui sont, le braque qui est dans Nadja est au MoMA à New York, ou encore il y avait un Tanguy qui était à la Tate. Voilà, tout ça nécessite en fait un certain nombre de tractations, de possibilités de pouvoir emprunter, de faire voyager des œuvres. Je ne vous cache pas que, évidemment, la plus grande part du budget de cette exposition était consacrée au transport et aux assurances, puisqu'on atteint là pour certaines œuvres des montants absolument faramineux. Donc tout ça coûte beaucoup d'argent et très convoité par d'autres expositions, par d'autres musées. Donc voilà, donc là il y a une négociation à envisager. Donc il faut aller rencontrer nos collègues au MoMA ou à la Tate pour négocier. Et là c'est plutôt l'institution muséale qui peut négocier, dans la mesure où si vous nous prêtez ça, on peut vous prêter ça pour votre prochaine exposition. Donc voilà, donc ça c'est des tractations en tant que commissaire d'exposition auquel voilà, j'avais pas de rôle en particulier. Alors ça, c'est la première difficulté. Et puis la deuxième difficulté, quand on fait une exposition littéraire dans une grande institution muséale comme le musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est que lorsque vous parlez littérature, on vous retorque, c'est-à-dire les gens de la communication notamment, qui vous retorquent que la littérature, ça fait pas vendre, que André Breton, personne ne sait qui c'est, et que Nadja, personne ne l'a jamais lu. Et donc, comment faire venir du public ? Donc j'exagère à peine. Je pense que Florence, si vous avez déjà travaillé avec des institutions muséales importantes, lorsque vous proposez un sujet plutôt littéraire, on se retrouve vite face à cet écueil. Donc la solution pour les dirigeants des musées, c'est de dire il faut du Knöming, il faut du Picasso, il faut du Ernst, il faut du chef-d'œuvre en fait. À considérer que le manuscrit de Nadja, qui est quand même, je cite Pierre Berger, qui en a été à un moment le propriétaire, un morceau de la vraie croix. Mais a priori, ce n'est pas un argument suffisant pour un musée des Beaux-Arts, puisqu'il faut du Beaux-Arts, il faut de l'œuvre, du spectaculaire et surtout un nom facilement identifié
par le public qui ne connaîtrait pas André Breton ou Nadja et qui, malgré tout, aurait envie de venir parce que il est à peu près assuré d'avoir du Picasso, du Ernst, et voilà. Donc, ça tombe bien, dans Nadja, on peut mettre quelques œuvres iconiques de l'art moderne. On peut pousser un peu, cher David, en mettant un ou deux Courbet pour enjoliver le tout, et puis parce que ça fait un peu plaisir au commissaire d'exposition aussi, il faut bien l'avouer, parce qu'il y a une sorte d'impératif malgré tout qui est de dire, eh ben, on est dans un musée des Beaux-Arts, il faut le morceau de la vraie croix, ça ne suffit pas, il faut de l'impeinture, et donc voilà, donc à un moment il faut concilier. C'est-à-dire que il y a quand même une volonté de dire quelque chose, de poser 2-3 idées, c'est-à-dire d'envisager Nadja comme une porte ouverte sur le surréalisme, de remettre cette figure justement de Nadja, ou plutôt de son modèle, qui est Léona Delcourt, au centre d'une exposition, pour dire bah voilà, qui est Nadja, mais qui est Léona Delcourt. Donc voilà, des choses auxquelles on tient absolument et qui font partie de l'ADN du projet de l'exposition. Mais il faut aussi concilier avec des impératifs de venue ou pas d'œuvres assez essentielles pour votre propos, et aussi savoir concilier avec une demande assez clairement posée de présenter des items, des œuvres qui puissent parler suffisamment au grand public pour faire venir ce public. Bien sûr, ça recoupe un petit peu certaines des choses liées à l'exploitation de la notoriété dont on a parlé avec Julie juste avant. Alors, on a encore l'une ou l'autre question, notamment une dernière question. Je ne sais pas si on aura le temps de vous la poser, mais si ce n'est pas le cas, on vous la fera à l'écrit. Oui, mais ce que je voulais dire, c'était, en fait, je n'ai pas l'accès puisque je suis en train de passer le PowerPoint, et donc je ne vois pas si éventuellement il y a des questions qui seraient brûlantes dans le public, et peut-être que Julie et Anne-Christine, vous pouvez jeter un coup d'œil et gérer s'il y a des questions que l'une ou l'autre personne assistant au séminaire souhaiterait poser à l'un ou à l'autre ou aux deux. Non, il n'y a apparemment pas de main levée, donc je pense Non. que… Mais on n'a pas encore laissé de toute façon vraiment le public voilà, se manifester. Est-ce que donc il y aurait des questions pour nos deux invités de la table ronde, table virtuelle ronde, carrée? Non, moi je trouvais ça… Ah ben voilà, madame, je vous en prie. Oui, Marie-Paul Béranger, j'ai une question anecdotique, mais qui m'intéresse un peu à titre personnel. Pour l'exposition sur Nadja, est-ce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques sur les supports? Parce que les supports surréalistes sont parfois fragiles. Enfin, je pense au dessin de Desnos, évidemment. Mais je me demandais si ça avait été un écueil particulier dans le montage de cette exposition. Non, alors pour vous répondre précisément sur les sommeils, donc les dessins de Desnos qui sont conservés à la BLJD, ils venaient tout juste d'être restaurés pour la plupart, enfin en tout cas ceux qu'on a pu présenter par Christophe Langlois, qui est le conservateur en charge de ce fonds, puisqu'ils avaient été beaucoup manipulés, notamment pour des éditions chez Jean-Michel Place il y a une vingtaine d'années. Ils étaient sur du mauvais papier, donc effectivement il y avait une restauration urgente à faire, donc on a pu profiter en fait de cela. Pareil pour les dessins de Nadja. Quant au manuscrit en lui-même, non, parce qu'ils sont ils venaient tout juste d'être remontés dans un nouvel emboîtage, nettoyé et restauré. Donc il n'y a pas eu de soucis particuliers autour de la fragilité éventuelle de ces œuvres. Mais évidemment, elles étaient exposées dans les conditions optimales de conservation, mais il n'y a pas eu de problème particulier. Merci. Moi, j'ai peut-être une question par rapport à d'Autremont. Alors oui, effectivement, c'est une exposition qui a lieu au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique. Donc, c'est une exposition, on s'attend à ce que, et les photos le montrent bien, à ce que ce soit une exposition d'art, parce que le public qui se rend dans ce musée attend cela. Alors, bon, vous le disiez, deux romanistes, Laurence Boudard et vous-même, totalement impliqués, et qui essayent donc de quand même faire en sorte que la part littéraire, en tout cas la part de poésie, soit reconnue dans l'exposition, sans
encombrer trop les cimaises, les murs. Mais la collaboration, l'équilibre dans l'organisation, parce que vous parliez de Michel Draguet, mais qui en même temps était le directeur de l'institution et qui donc ne la curatait pas. Enfin, je ne crois pas que ce soit possible qu'il ait été très, très investi dans l'organisation de cette exposition. Est-ce qu'il y a eu cet équilibre entre justement voilà, des gens de lettres, ce qu'on appelle nous en Belgique les romanistes, et des historiens d'art? Ça m'intéresse de savoir aussi, puisque dans le cas de Nadja, bon, on a le directeur de l'institution qui vous sollicite, Alexandre, parce que vous avez travaillé sur des écrivains artistes, et donc c'est votre connaissance. Voilà, vous faites un peu le double profil en un seul. Dans le cas d'Autremont, j'ai l'impression que voilà, il y avait peut-être cet équilibre dans le curating. Ça m'intéresse de savoir quelle a été la part d'investissement d'historiens d'art dans l'expo. Alors oui, pour reprendre les choses un peu dans l'ordre, il y avait un quatuor de commissaires, hein, donc outre Michel Draguet, Laurence Boudard et moi-même, Ingar aussi, conservatrice donc au musée Royaux. Donc il y avait un équilibre programmé là aussi dans l'ensemble des commissaires, donc 2 romanistes effectivement et 2 historiennes de l'art. C'est vrai que dans le côté opérationnel, si je puis dire, enfin, la conception du fil d'exposition, du parcours, nous incombait plus directement. Et c'est vrai qu'on a eu une liberté assez grande par rapport à ça. Ce qui intervenait, enfin, la manière dont les commissaires des musées royaux intervenaient, c'était plutôt dans la posteriori, dans une forme de négociation seconde, donc pour signaler toute une série d'impératifs, d'interdits liés plutôt à l'espace, au public, etc. Et donc rappeler qu'effectivement, cette exposition que nous concevions était destinée à voilà, un public des musées royaux des beaux-arts qui s'attendait plutôt à une exposition visuelle qu'autre chose. Et ça c'est effectivement... enfin, je pense que les vitrines ont fait l'objet peut-être de toutes ces discussions. Enfin, c'était le point d'achoppement le plus régulier, parce qu'on avait cette volonté, nous, oui, de déshabiller le logogramme, donc d'en exposer, d'en faire voir toutes les étapes de maturation, donc aussi des brouillons, etc. Et puis de ramener le littéraire aussi à travers des manuscrits, à travers ces expérimentations premières, aussi dans les années 50, tout ce qui fait germer l'idée qu'en écrivant, d'Autremont peut aussi peindre. C'était l'ambition, mais donc intuitivement, on aurait, je pense, mis davantage de vitrines tout au long du parcours. Et je pense que, pour le coup, les historiens de l'art, qui étaient nos partenaires et binômes, ont eu raison de de modérer nos ardeurs, là, pour le coup. Et bon, voilà, in fine, on avait peut-être 6 ou 7 vitrines assez aérées, sans trop de documents écrits, et plutôt des documents qui se distinguaient là aussi par leur nature visuelle. Donc voilà, mais pour répondre à votre question, vraiment ce dialogue s'est noué voilà, dans cette temporalité-là. On sélectionnait des pièces au départ de nos collections et puis des collections, donc celles d'Alechinsky et des musées royaux. Et dans un second temps, effectivement, le narratif était refaçonné au regard oui, de ces contraintes d'espace et puis de ces habitudes aussi curatorielles qui ne sont pas, enfin qui sont parfois un peu dissonantes. C'est clair que là, on s'est confronté à un autre type d'habitude d'exposition, mais c'est comme ça que ça s'est noué, oui.
D'accord, merci. Et peut-être, Alexandre Marc, puisque bon, il est 18h01, donc on va bientôt se quitter, dire une chose à propos de ce profil atypique. Bon, vous nous avez expliqué votre parcours, mais comment vous vous sentez? Bon, alors, vous disiez justement, et ça pourrait peut-être par ce biais-là que vous allez pouvoir expliquer ça, que vous n'aimez pas le terme exposition littéraire, pourtant vous l'avez utilisé à un moment donné. Donc, non, voilà, terminer là. Je l'utilise parce que voilà, c'est un terme qui parle immédiatement. Mais pour moi, il n'y a pas d'exposition qui soit littéraire, soit autre chose. D'ailleurs, ce serait quoi une exposition qui soit pas littéraire? Comment on appellerait ça? Peut-être que le bon exemple qui pourrait venir aussi, je dirais, accompagner ce que dit Florence sur l'exposition d'Autrement, c'est l'exposition Tarkos que j'ai pu faire avec David Christoffel, puisque Tarkos, en fait, est poète et dessinateur, ou plutôt c'était un peu l'ambition de l'exposition et de la publication qu'on a faite ensuite avec David, qui s'appelait le Kilo, qui était de montrer combien Christophe Tarkos était aussi un dessinateur et non pas un dilettante qui faisait du dessin, puisqu'on retrouve à travers le dessin les mêmes préoccupations de Christophe Tarkos que lorsqu'il écrit sur la page un poème. Et l'organisation de la page, l'organisation de la graphie, l'utilisation d'outils scripteurs, pour parler vulgairement, sont les mêmes entre lorsqu'il écrit un manuscrit ou lorsqu'il fait un dessin. Et une des ambitions de l'exposition Tarkos, qui a eu lieu au CIPM, au Centre international de poésie de Marseille, et au FRAC PACA, c'est-à-dire en même temps dans un lieu littéraire et en même temps dans un lieu dédié à l'art contemporain, était de montrer que tout ça participait d'un même mouvement, en fait. Alors, il n'y a pas de logogramme à proprement parler chez Tarkos, c'est plutôt des calligrammes, ou des poèmes dessinés, ou des dessins qui sont des poèmes. Et finalement, moi, je me retrouve assez bien dans cette exposition, dans la mesure où elle était tout à la fois aussi littéraire que artistique. Je mets des guillemets à artistique, puisque pour Tarkos, il y avait finalement, semble-t-il, pas de différence. Alors, il s'est pas exprimé véritablement sur sa production dessinée, mais en tout cas, on sait que c'était une activité importante et qu'il avait des ambitions d'artiste, puisqu'il a exposé, il a publié ses dessins, il en vendait, enfin il faisait voilà, comme n'importe quel artiste contemporain ou pas. Et pour moi, Tarkos est voilà le bon équilibre qui me permet de pouvoir travailler, puis voilà, réfléchir en conciliant un peu mes deux préoccupations en quelque sorte, puisqu'elles se réunissaient voilà, dans cette œuvre. Voilà, donc je sais pas si l'exposition Tarkos était une exposition littéraire. En tout cas, elle s'appelait Tarkos Poète, et il n'y avait pas de virgule entre Tarkos et poète, pour bien montrer que Tarkos, c'était une poésie de tous les instants, et ses dessins sont, ce que je vous disais, ses dessins sont poèmes et ses poèmes sont poésie, et qu'il n'y a pas de différence, et que Tarkos Poète, c'est Tarkos avec tout ça, avec une exposition littéraire, avec une exposition artistique, d'art contemporain même, on pourrait dire. Voilà, tout ça étant lié, ça me correspondait assez bien et ça définissait assez bien ma façon de voir les choses. Voilà. Oui, et une façon d'assumer pleinement l'exposition de l'écrit, là, pour le coup. Ouais. Effectivement, selon une scénographie qui rappelle, effectivement, parce que bon, ça fait un peu, comment dire une exposition d'art contemporain, mais on se comprend. Quand on en voit beaucoup, oui, je vois à travers ces photos qu'on est face à une exposition d'art contemporain, mais avec, voilà, cette façon d'assumer pleinement, là, pour le coup, le fait de montrer, et aux visiteurs de faire ce qu'il a envie, hein, à partir des écrits qui lui sont proposés. Très bien. David, je ne sais pas comment est-ce qu'on organise la fin de notre… Oui, moi, si jamais on peut, mais ça dépend un peu d'Alexandre. Alexandre, tu disais que tu avais un peu de rab. De l'ordre de combien? J'ai 8 minutes de rab. Ok, alors on passe à la dernière question pour faire en sorte que vous puissiez tous les deux y répondre. Et l'autre question que j'avais en tête, ce sera pour l'écrit. Julie, à toi de jouer. Ah, c'est moi qui la pose, d'accord. Ah, ok, peu importe, vas-y.
comme j'avais, non, la question elle est simple et vous y répondrez voilà, plus ou moins longuement, on va dire en 7 minutes. Voilà, on vous donne carte blanche en termes de budget et d'espace. Vous voyez le rêve, quoi. Quelle serait du coup l'exposition de vos rêves? Voilà, sur quoi vous voudriez, ça nous permet évidemment de savoir ce sur quoi vous voudriez travailler, mais avec cette idée aussi que vous pouvez y aller, alors là, mais franchement, quoi. L'un ou l'autre, je ne sais pas qui veut commencer. Alexandre? J'avais oublié que David m'avait posé cette question, puis je l'ai oublié, donc je n'y ai pas réfléchi. Si tu veux 2-3 minutes, peut-être que Florence y a pensé. Voilà, peut-être. Oui, alors je n'ai pas vraiment réfléchi à... Je crois que oui, le no limit, en fait, idéalement pour moi, Il est effrayant. Il est effrayant, mais il irait surtout oui, se loger dans le facteur temporel, quoi. Le no limit, c'est pas de deadline pour concevoir une expo. Bon, dans le cadre d'Autrement, pour être très concrète, on a eu 9 mois pour monter une expo énorme pour un centenaire. Ce serait avant tout ça, ce serait de disposer d'un temps, pas illimité évidemment, mais un temps long pour prendre oui, vraiment toute la mesure des impératifs scénographiques, etc. Donc, peut-être soigner davantage la scénographie. Alors, j'ai pas d'objet. Oui, enfin, j'aurais un objet, mais qui se rattache. Je vais essayer d'aller vite, mais à mes marottes. Là, pour le coup, je pense que dans mes fantasmes, dans mes rêves les plus fous, je concevrais une expo exclusivement sonore, quoi. C'est vraiment quelque chose qui mobilise aussi beaucoup mon collègue Maxime Coton. On en a déjà discuté pas mal et ça a fait l'objet d'un entretien dans Histoire littéraire assez récemment, un entretien mené par David, hein. Mais une expo où rien ne serait à voir. Alors on sort complètement de l'objet de cet entretien et de cette séance, mais pourquoi pas? Et c'est quelque chose à quoi on avait réfléchi aussi avec d'Autrement. Tiens, si on avait eu un petit peu plus de temps et de moyens, comment aurait-on injecté de la voix et du son? En tout cas, davantage, parce qu'il y avait un petit peu de son. On entendait la voix d'Autrement à un moment donné du parcours. Mais pour moi, ça ajouterait cette troisième dimension qui manque souvent aux expositions littéraires. On a le visuel, on a le texte, mais pourquoi pas la dimension incarnée vraiment de la voix de l'écrivain. Et je ferais bien avec ceux qui le souhaitent une exposition entièrement sonore, avec peut-être, oui, ces techniques tout à fait nouvelles de la réalité sonore augmentée qui permettent des choses fantastiques en termes d'interactivité avec les publics. Voilà, donc je réponds à côté du sujet du jour, mais pleinement dans le fil de mes intérêts propres. Voilà. Ça paraît un parti pris complètement dingue et absolument super, mais je vois déjà la tête d'un directeur d'institution ou d'une directrice qui va faire un arrêt cardiaque en entendant un projet pareil. Je me doute. Je vous rappelle que Laurent Lebon avait fait une exposition fantastique. J'aurais pu répondre en donnant cet exemple, mais il l'a fait, le Bougre. C'était l'exposition Vide à Beaubourg, qui était absolument, enfin, une sorte d'anthologie des expositions du vide. C'était absolument fantastique. Pour l'exposition Tarcos, on avait mis beaucoup d'enregistrements sonores. J'imagine. Oui. Et c'était super parce que du coup, ça donne, on emmène vraiment les gens vers une autre dimension, vers une autre temporalité de visite aussi. Et c'est assez génial. Moi, je suis partant. Voilà. C'est vrai que Tarcos s'y prête. Alors, je ne sais pas si j'avais du temps. Alors, moi, peut-être, ça serait l'espace. Puisqu'on est dans le domaine littéraire, il y a une manière de penser qui m'amuse, enfin, d'avancer dans un livre, plutôt, dans un texte qui m'amuse énormément, que j'adorerais appliquer à une exposition. C'est les livres dont vous êtes les héros. Vous savez, et donc on pourrait avancer comme ça dans une exposition en choisissant si on veut aller à droite
à gauche avec l'ensemble des possibles. Et ça serait formidable de faire ça avec une revue telle que la revue Document et de montrer, puisque la revue Document, vous le savez, a été créée par Léris, Bataille, Rivière et Karl Einstein, sur l'ethnographie, les variétés, c'est-à-dire Joséphine Baker, Picasso, Giacometti, et voilà, c'était une revue essentielle, je pense à la pensée moderne et contemporaine, dont beaucoup de gens se réclament encore évidemment aujourd'hui. Et ça serait formidable de faire une exposition sur la revue Document, de savoir d'où elle vient et jusqu'où elle va aujourd'hui, en se promenant comme ça dans un dédale où le spectateur, enfin le visiteur plutôt, pourrait choisir de lui-même si il irait plutôt vers Dali et ses influences ou vers Bataille et ses influences, en faisant des choix et en acceptant de ne pas voir certaines choses et donc de revenir éventuellement. Ça serait formidable. Accepter de ne pas voir certaines choses. Vous voulez tous les deux vraiment déstabiliser et les institutions et les visiteurs. T'imagines les gens qui vont « Ouais, j'ai payé 15 balles et j'ai pas pu voir tel truc. » Enfin bon, ils pourraient revenir une deuxième fois. Et repayer 15 balles. Je vois bien l'idée derrière. Non, mais voilà, ça serait assez amusant de mettre ça, et surtout des expositions où on ne voit que des œuvres, sans outils de médiation. Vous savez, comme quand on va voir une fresque de Piero della Francesca au fin fond de la Toscane, où il a fallu prendre un bus pendant 2h30 et marcher sur 5 km, et il faut mettre un jeton pour qu'une alcôve s'éclaire pour voir le tableau. Bah voilà, ça serait formidable qu'on puisse voir ça dans un musée. Ok. Ah bon. Oui, c'est l'exposition de vos rêves, donc du coup, effectivement, ça doit… on n'est pas en train de parler du lieu, on n'est pas en train de dire qu'Alexandre Marre va faire cette expo au Centre Georges Pompidou. Quoique, après sa fermeture, et avec Laurent Lebon comme président, moi je dis que c'est pas impossible. C'est pas impossible, il y a 30 000 km de parking à réinvestir, mais c'est un autre sujet. Voilà. Bon, eh bien… Merci infiniment. Ouais. Merci à vous. Merci. C'était vraiment passionnant, très chouette, et plein d'idées qui reviennent, et je me réjouis de voir la forme que ça prendra après à l'écrit. Et on se retrouve, Anne-Christine, pour On se retrouve le 27 juin pour une séance consacrée cette fois-ci au livre, justement. Et dans cette séance, ça sera simplement une table ronde, parce que la séance consacrée au livre est séparée en deux parties. Donc la première partie, le 27 juin, toujours 16h-18h, avec une table ronde avec Christophe Imperiali et Pierre Clouet. Et elle sera modérée par Marcella Sibiorska, qui est peut-être encore parmi nous. Voilà. Je la vois. Voilà, donc… Okay. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Florence. C'était vraiment passionnant de vous entendre et de discuter avec vous. Et à bientôt pour de prochaines aventures, comme on disait quand j'étais petit à la fin de je ne sais plus quel dessin animé. Merci à vous, merci. Merci à vous. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir.